Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et la fin de la menace de la forêt. J'espère que vous allez bien. Menace de la forêt qui, quelques-uns parmi vous m'ont confirmé d'être d'accord avec moi que c'était pas la meilleure des histoires. Ça arrive, hein, s'il faut lire toutes les gammes de quelque chose, tout ne peut pas être exceptionnel. Donc on va terminer ce livre. N'oubliez pas que du coup c'est votre dernière chance de me poser les questions que vous voulez pour la FAQ, car ça sera justement pour dimanche prochain la FAQ. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Je vais essayer de me rappeler où on en était avec Marie et Justine. Je vois que Lucas, ouais, ils étaient en train de faire l'épreuve de la forêt. Leur guide, là, Lucas, le garçon loup, avait disparu. Ah ouais, ils avaient été attaqués par des souris qui sortaient de glands, hein, très bizarre. Oui, donc on en était resté sous le fait que pendant l'épreuve, Lucas avait disparu, car il était parti pour courir après un écureuil. Marie et Justine s'étaient fait attaquer par une horde de souris mécaniques, rappelons-le. C'était des jouets qui sortaient de glands, hein, très bizarre cette forêt. Du coup, comme ils avaient moins peur et qu'ils savaient comment les éteindre et les rallumer, Justine en a pris une dizaine dans son sac à dos pour faire peur quand elle retournerait dans son école, et du coup ils étaient repartis justement pour rechercher Lucas ou un truc comme ça. Et quand Justine s'est approchée d'un arbre qui avait l'air assez fragile, un arbre blanc si je dis pas de bêtises, ouais, l'arbre commença à craquer et tombait sur Marie. Donc on s'en était, voilà, le gigantesque arbre blanc s'effondra sur elle. Donc on s'en était laissé là. Je suppose que Marie n'a rien, ou en tout cas n'aura rien. Assez de blabla, installez-vous confortablement, hein, comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne écoute. Je poussai un gémissement horrifié. Marie gisait face contre terre, le tronc posé sur son dos, écrasé. Respirait-elle encore? Marie, tu... Je tombai à genoux devant elle. Marie eut alors un mouvement brusque et leva les yeux vers moi. Que s'est-il passé? Murmura-t-elle, légèrement hébétée. Ça va? Hurlai-je paniqué. Où as-tu mal? Marie fronça les sourcils et réfléchit un instant. Tout va bien. Je n'ai rien. Elle se tourna et, saisissant le tronc à deux mains, le souleva sans effort. Elle le repoussa sur le côté. Quoi? C'est un faux arbre, annonça-t-elle, aussi étonnée que moi. Marie se redressa et arracha un morceau d'écorce. C'est du plâtre. Tiens, vérifie toi-même. J'avançai une main tremblante et pris le morceau qu'elle me tendait. J'avais encore en tête l'image de ma sœur écrasée sous l'arbre. Le fragment s'effrita facilement sous mes doigts. Elle avait raison. C'était bien du plâtre. Marie entreprit de brosser la poussière blanche qui maculait ses vêtements. « Tu crois qu'ils sont tous faux » m'exclamai-je. Je voulus en avoir le cœur net. Je pris mon élan et me propulsai sur l'arbre le plus proche. Je le heurtai d'un violent coup d'épaule. Le tronc vacilla et, dans un craquement sourd, alla se briser au sol en plusieurs morceaux. J'en poussai un autre qui s'écroula lui aussi, en entraînant un troisième dans sa chute. « C'est un décor » lança Marie, avec un sourire ravi. « À mon tour maintenant, ça doit être drôle. » Elle se précipita en courant sur l'arbre qui lui faisait face. « Non, pas celui-là » hurlai-je. J'espérais qu'elle s'arrêterait à temps. Hélas, non. Elle le percuta allègrement. « Ouais !» Marie leva les bras en signe de victoire, mais elle n'eut guère le temps de se réjouir. Il y eut un bruissement d'ailes à l'instant de la chute, et des dizaines de formes noires prirent leur envol. Des chauves-souris. Je les avais repérées accrochées aux branches, mais Marie n'avait pas tenu compte de mon avertissement. Elle volait à présent dans tous les sens en poussant des cris suraigus, furieuse d'avoir été dérangée en plein sommeil. Des masses noires nous entouraient. Une chauve-souris fondit en piqué sur moi. La chauve-souris frôla ma joue. « Peut-être qu'elles sont fausses, elles aussi ?» demanda timidement Marie. « Je ne crois pas, bafouillai-je. » Je rentrai instinctivement la tête dans les épaules et me protégeai en levant les bras. La nuée virevoltait hargneusement au ras de nos cheveux. Je fermai les yeux, m'attendant à subir une nouvelle attaque. Soudain, un bruit sourd résonna, couvrant le piaillement des chauves-souris. Le sol trembla. Était-ce le tonnerre? Il y eut un nouveau bruit, comme une explosion. Les arbres vacillèrent autour de nous. Une autre déflagration retentit et les chauves-souris se dispersèrent. Elles s'éparpillèrent dans le ciel bleu et disparurent dans le lointain. Marie les regarda s'éloigner et poussa un long soupir de soulagement.
On est sauvés. Qu'est-ce que c'est que ce bruit m'inquiétai-je. Il résonna une fois encore, plus proche cette fois-ci. La terre vibra et un arbre s'écroula à quelques mètres de nous. Ce n'est pas l'orage, déclara Marie. Le ciel est bleu. Il n'y a pas un seul nuage. Je sais ce que c'est, annonçai-je nerveusement. À l'instant où je prononçais ces mots, une nouvelle déflagration nous fit sursauter. Ce sont des pas, murmurai-je, et elles viennent vers nous. Je sais que ce sont des pas. Justine, protesta Marie avec un haussement d'épaule. Tu as trop d'imagination. Non, j'ai raison, insistai-je. Ce sont bien des pas. Tu as perdu la tête, des pas aussi lourds, il faudrait que ce soit... Elle n'acheva pas sa phrase. Mon imagination fonctionnait encore à la vitesse de l'éclair. Je voyais un gigantesque dinosaure, un Tyrannosaurus rex, se frayant un passage entre les arbres, piétinant tout sur son chemin. Et pourquoi pas 2 dinosaures? Quoi que ce soit, ça se rapproche, chuchota Marie. Elle secoua la tête et ajouta. Ivana avait parlé d'une épreuve de survie, mais dans l'immédiat, il allait surtout s'agir d'une épreuve de course. Je n'avais aucune envie de tomber nez à nez avec une créature géante. Nous allions prendre la fuite quand une ombre se déploya sur le bois. Je levai les yeux pour voir si des nuages masquaient le soleil. Non, c'était l'ombre du monstre. Un monstre qui avançait vers nous et qui laissait derrière lui une partie de forêt complètement dévastée. Quelle taille pouvait-il avoir? Je risquai un coup d'œil. À quelque distance de nous, les arbres s'effondraient comme des châteaux de cartes. La terre se souleva et je manquais de tomber sous la violence du choc. Nous nous mîmes à courir, fuyant à perdre haleine. Mais l'ombre flottait toujours au-dessus de nos têtes. Quelle que soit la direction que nous prenions, elle était là, sombre et menaçante. Le monstre était si proche que nous étions projetés au-dessus du sol chaque fois qu'il faisait un pas. Mon cœur tambourinait comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Le sang battait à mes tempes. Nous étions à bout de force, désespérés de ne pouvoir échapper à ce voile noir qui nous surplombait. Notre fuite, éperdue, s'acheva brusquement devant un large torrent. Nous nous arrêtâmes à quelques mètres des eaux bouillonnantes. « Qu'est-ce qu'on fait » hurla Marie. « Qu'est-ce qu'on fait » La chape de ténèbres s'assombrit encore. « Regarde, on voit le fond, m'exclamai-je. On peut traverser. »« Allons-y, décidai-je. » Nous avançâmes avec beaucoup de précaution dans l'eau glacée. Le courant était plus puissant que je ne le pensais. Je faillis être emporté, à peine avais-je posé le pied dans l'eau. Je dus attraper l'épaule de Marie pour conserver mon équilibre. Nous restâmes un instant accrochés l'un à l'autre, le temps de nous habituer à la force du courant. Je réprimais un frisson à l'instant où l'eau glacée s'insinua dans mes chaussures. Mais j'avais raison, le torrent n'était pas profond. L'eau m'arriva à peine à hauteur des genoux. Je fis un autre pas, penché en avant avec les bras écartés pour compenser le courant. Marie fit de même. Soudain, à mi-parcours, je poussai un cri de surprise. Impossible de continuer. « Hé, je suis collé au fond !» s'écria ma sœur. « C'est de la boue !» répliquai-je. Je m'efforçai de soulever les jambes. Rien à faire. Mes chaussures disparaissaient déjà dans la matière molle et gluante. J'agrippais mon mollet et tirais de toutes mes forces. En vain. « Justine, on s'enfonce !» gémit Marie. Elle avait raison. La boue nous aspirait, nous entraînant au fond. L'eau m'arrivait maintenant aux cuisses. Mais je savais qu'elle ne montait pas pour autant. C'est nous qui nous enfoncions. « Ôtons nos chaussures et nageons !» lançai-je. Penché en avant, luttant contre les flots tumultueux, je tentai d'atteindre mes lacets. Peine perdue, la masse boueuse nous avait déjà trop recouverts. L'eau nous arriva à la taille. D'un instant à l'autre, nous allions être engloutis. L'eau frissonna sous l'extraordinaire violence des impacts et l'ombre menaçante recouvrit le torrent. « Justine, regarde !» s'écria soudain Marie. Elle désignait un point devant elle. Je plissai les yeux, cherchant à apercevoir au fond du torrent ce qu'elle m'indiquait. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je. « Un gros bouchon, là, comme dans une baignoire. Le torrent est faux lui aussi. »« L'eau est bien réelle pourtant, » m'écriai-je, sentant que je continuais à sombrer dans la boue. « Tu peux attraper le bouchon, Marie? Si tu tires dessus, le torrent va peut-être se vider. » Marie tendit un bras vers l'objet. Des vaguelettes roulaient sur ses épaules. Ses efforts lui arracha un grognement. Finalement, elle soupira de désespoir. « Je n'y arrive pas, il est trop loin. » Les eaux bouillonnantes se brisaient à présent sur mon torse et m'éclaboussaient le visage.
Je continuais à m'enfoncer. « Nous avons raté l'épreuve, murmurai-je. »« Non, protesta Marie. » Elle se débattit avec rage, agitant les bras avec une frénésie hystérique. Pendant ce temps, l'ombre planait toujours comme un linceul au-dessus de nous. Je levai les yeux et ne pus réprimer un hurlement de terreur. Je venais de voir des formes qui dépassaient des arbres. L'espace d'un instant, j'avais cru qu'il s'agissait de gros nuages noirs envahissant le ciel. Mais ces formes mouvantes étaient trop sombres, trop compactes. C'est alors que je repérai des pupilles jaunes et scintillantes, et je reconnus la forme triangulaire des têtes. C'étaient des chats, de gigantesques chats noirs qui nous surplombaient, leur queue touffue se dressant comme des cheminées vers le ciel. 2 chats noirs monstrueux qui avaient dévasté la forêt et qui nous contemplaient à présent. Nous étions des proies si faciles. Ils ne sont pas réels, bafouilla Marie. Pas réels, pas réels. Elle avait cessé de se débattre et fixait les créatures d'un air absent tout en répétant ces mots, telle une litanie. Les monstres s'avancèrent lentement vers la rive. Simples quilles, les arbres tombaient après leur passage. Marie laissa échapper une longue plainte. « Non !» Quant à moi, je cherchais mon souffle. Une violente douleur vrillait ma poitrine. Les créatures poussèrent un miaulement terrifiant, révélant des crocs acérés. La fente noire de leurs pupilles s'écartait en cadence. Les félins se tendirent comme des arcs, le poil hérissé. « Que vont-ils faire » s'alarma Marie. Aucun son ne put quitter ma bouche. Les vagues roulaient sur mes épaules. J'étendis les bras pour ne pas sombrer. « Qu'est-ce qu'ils vont faire » répéta Marie dans un hurlement strident. Avant même que je puisse répondre, les chats fondirent sur nous, leurs mâchoires béantes hérissées de dents semblables à des sabres. Je me tordis dans tous les sens et les flots m'engloutirent. Je sentis des crocs qui se refermaient sur mon sweatshirt. Étouffé, crachant de l'eau, je fus violemment hissé dans les airs. Mes jambes furent arrachées d'un coup à leur étau de boue. Je sentais la laine chaude de l'animal sur ma nuque. Il me tenait dans sa gueule, me balançant à plusieurs mètres au-dessus du courant. Ballotté de part et d'autre, je poussai un hurlement d'effroi, mes bras fouettant le vide. « Au secours !» C'était Marie. Je l'entrevis du coin de l'œil. Elle aussi se débattait avec frénésie, suspendue à la mâchoire de l'autre monstre. Je cherchai à l'appeler, mais la laine brûlante de mon prédateur manqua de me faire défaillir. Le chat se dressa sur ses pattes arrière et me projeta vers le ciel. Je reçus un coup de patte sur le flanc droit et un autre sur le gauche. Me prenait-il pour un jouet? Je n'eus pas le temps d'y réfléchir. J'étais secoué comme un hochet, à la limite de l'évanouissement. Alors, il desserra les mâchoires et je tombai dans le vide. J'atterris violemment sur la rive. Le choc fut si fort que je rebondis. Une vive douleur me parcourut le corps. Je me redressai en grognant, le cœur battant à tout rompre, et cherchais à fuir. La terreur décuplait mes forces. Une patte griffue s'abattit sur mon épaule, me plaquant à terre. Le chat me reprit entre ses dents. Marie tomba à son tour. Elle hurla en heurtant le sol. Le félin la récupéra aussitôt et la relança. En haut, en bas. Les monstres nous soulevaient pour mieux nous lâcher dans la rive boueuse. « Pourquoi font-ils ça » s'écria Marie. « Ils font comme tous les chats, répliquai-je, horrifié par ce que j'allais dire. Ils jouent avec leurs proies avant de les dévorer. » Je manquais de vomir en étant une fois encore projeté dans les airs. Le monstre m'asséna un violent coup de patte. « Est-ce qu'ils vont nous manger » hurla Marie. « Nous ne sommes que de vulgaires souris pour eux, répliquai-je. Tout à coup, il me vint une idée. À cet instant, le chat me serrait si fort entre ses griffes que je crus mourir, mais je gardais espoir. Aurais-je seulement le temps? Pourrais-je le faire avant qu'il m'avale tout cru? Pensai-je. Le monstre me lança comme une balle et me rattrapa. La douleur m'arracha un cri, mais je me tournai avec un grognement enragé et parvins à empoigner mon sac à dos. Si je peux sortir les souris mécaniques, et si j'arrive à les actionner, elles distrairont peut-être les monstres. Alors, avec un peu de chance, on pourra s'enfuir, Marie et moi. Cela faisait beaucoup de peut-être, mais je devais absolument tenter quelque chose avant d'être transformé en pâté pour chat. La langue râpeuse de l'animal passa sur ma nuque et je poussai un nouveau hurlement. On aurait cru du papier de verre. Je serrai le sac à dos contre moi. À cet instant, le monstre ouvrit les mâchoires et je m'affalai au sol, le corps endolori. Ce n'était pas le moment d'abandonner. Le chat se pencha sur moi avec un grognement rauque, une lueur haineuse brillant dans ses yeux jaunes.
j'ôtais vivement les bretelles du sac et tâtonnais d'une main fébrile, cherchant l'ouverture. Je dois libérer ces satanées souris, marmonnai-je pour moi-même. Hélas, je tremblais tant que mes mains ne pouvaient actionner la fermeture. Le chat me saisit de nouveau. Je tentais d'appeler Marie pour lui dire de tenir bon, la prévenir que j'avais un plan. J'empoignai le sac de ma main droite et posai la main gauche sur la fermeture. « Il le faut, me répétai-je. Je dois prendre les souris, c'est ma dernière chance. » Je sentais toujours la laine brûlante du monstre sur ma nuque, mais je parvins enfin à ouvrir le sac. Ouais! Je sentais déjà sous mes doigts la douce fourrure des souris mécaniques. À cet instant, le chat me projeta furieusement dans les airs. Oh non! Le sac venait de m'échapper. Je tentais de l'attraper au vol, du bout du pied. Manqué. Il atterrit sur la rive du torrent où il rebondit. Le chat me saisit et ses crocs se plantèrent dans ma chair. Alors, il rejeta la tête en arrière et je glissai lentement au fond de sa gorge. « Désolé, Marie, murmurai-je. C'est la fin. » Le décor tournoya autour de moi et je sombrai dans la gorge de l'animal. D'instinct, j'étendis les bras et m'accrochai à ses canines. Elles étaient chaudes et poisseuses. Je me hissai et parvins à remonter un peu. Le chat eut un haut-le-cœur qui me permit de sortir un instant la tête au dehors. Je cherchai Marie, mais ne la vis pas. L'autre monstre l'avait-il déjà dévorée? La langue ondulait sous mon ventre. Le chat cherchait à m'avaler. Je m'accrochai à ses canines avec l'énergie du désespoir et regardai en contrebas. J'aperçus alors 2 ou 3 souris qui s'étaient échappées du sac. Le contact brutal avec le sol avait dû actionner le mécanisme. Si seulement les chats les apercevaient, mais même si c'était le cas, allaient-ils s'en préoccuper? Mon prédateur serra les mâchoires, me forçant à lâcher prise. La langue reprit ses mouvements et je glissai de nouveau au fond de sa gorge. La gueule se referma, m'emprisonnant dans une caverne obscure. C'était moite et brûlant. Je ne pouvais plus respirer. « Oh non !» criai-je en me débattant. Mes appels résonnèrent, assourdis, sur le palais du monstre. Alors, à ma grande stupéfaction, l'animal ouvrit de nouveau la gueule. Sa langue me rejeta à l'extérieur. J'avalai une profonde goulée d'air et chutai sur le sol à côté de Marie. Elle me contempla un instant sans me voir. Ses cheveux roux étaient poisseux et humides. Je me levai et vins l'aider à se redresser. Les chats venaient de bondir d'un même élan sur une des souris mécaniques. Ils les avaient enfin aperçus et se ruaient l'un sur l'autre avec des miaulements enragés. Ils se disputaient leur proie. « Allons-nous-en, Marie » intimai-je. Elle assistait, abasourdie, au combat des monstres qui roulaient sur le sol, se griffaient et se mordaient, le poil hérissé. « Partons vite !» hurlai-je en le secouant par les épaules. « S'ils réalisent que ce sont de fausses souris, ils vont s'en reprendre à nous. »« Est-ce que ce sont de vrais chats ?» demanda-t-elle en continuant de les regarder. « Mais on s'en fiche !» m'écriai-je. « Filons d'ici !» Nous partîmes à toute allure. La direction n'avait aucune importance. Il fallait juste mettre le maximum de distance entre les monstres et nous. Nos ombres nous précédaient comme pour nous indiquer le chemin. Je perçus de curieux cris semblables à des rires et des bruissements feutrés autour de nous. Mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper. On courait avec l'énergie du désespoir, Marie et moi, bondissant par-dessus les fourrés, insensibles aux ronces qui nous égratinaient au passage. On fonçait à travers le sous-bois comme si nous avions le diable à nos trousses. On ne parlait pas, on ne se regardait même pas. On courait côte à côte. Au bout d'un temps indéfini, nous débouchâmes, hors d'haleine, dans une clairière à flanc de colline. Des rubans de brume flottaient lentement au ras des herbes. « Hé, Marie, regarde !» m'exclamai-je. Une petite cabane se dressait à l'orée des bois. Une cabane étrangement familière. « C'est la maison d'Ivana !» réalisa brusquement Marie. « On a réussi, Justine, on est de retour !» Je poussai un soupir satisfait et fonçai à travers les hautes herbes, Marie sur mes talons. « Ivana, Ivana !» Elle ne sortit pas pour nous accueillir. Je poussai la porte et m'arrêtai sur le seuil. « Ivana, on est de retour !» lançai-je joyeusement. Je balayai la pièce du regard. Il me fallut quelque temps pour m'habituer à la pénombre. Marie me bouscula pour rentrer à son tour. « Ivana, on a survécu !» s'exclama-t-elle, ravie. « Est-ce qu'on a remporté l'épreuve ?» Marie se tut brusquement.
Nous venions d'apercevoir notre hôtesse. Elle était assise à la petite table, penchée en avant, la tête contre la surface de bois. Son casque était tombé, ses nattes étaient défaites, ses cheveux masquaient son visage. « Elle doit dormir, murmurai-je. « Ivana » cria Marie, « on est rentré !» Elle ne broncha pas. Je perçus des gémissements près de l'âtre. Vif-Argent était allongé, la tête entre les pattes. Il gémit à nouveau. « Justine, ce n'est pas normal !» chuchota Marie. « Ivana !» hurlai-je à plein poumon. Elle ne bougeait toujours pas. « Qu'est-ce qu'elle a? Tu crois qu'elle dort ?» demanda Marie. Vif-Argent se remit à geindre. « Allons voir, décidai-je. » J'avançai dans la pièce d'un pas hésitant, retenant ma respiration. Marie me regarda m'éloigner, une lueur inquiète dans le regard. J'allais atteindre la table quand quelque chose me cloua sur place. « Qu'est-ce qu'il y a ?» bafouilla Marie. Marie pâlit et une expression horrifiée déforma ses traits. « Que se passe-t-il, Justine ?» Je ne pus rien répondre. Ma bouche était sèche, mes jambes mollirent d'un coup et je dus empoigner le dossier d'une chaise pour éviter de tomber. « Regarde ce qu'elle a dans le dos !» parvins-je à articuler finalement. Marie avança de quelques pas, le visage décomposé par la crainte. Elle venait d'apercevoir l'objet métallique planté dans le dos d'Ivana. C'était une grosse clé. Je m'armai de courage et me glissai derrière la chaise. Le cœur battant, j'examinai la clé. « Ça alors? Mais elle actionne un remontoir !» m'exclamai-je. Je saisis la clé à deux mains et la fis pivoter d'un cran sur la droite. Un cliquetis retentit et la femme eut un léger soubresaut. « C'est bien un remontoir !» dis-je à Marie. Les bras d'Ivana pendaient mollement à ses côtés. Je lui pris la main droite et mes doigts s'enfoncèrent dans la peau. L'intérieur était rembourré avec du coton ou du son. Je laissai retomber la main et me tournai vers ma sœur. « Ivana n'est pas une personne, déclarai-je en avalant ma salive. C'est une sorte d'automate. Elle non plus n'est pas réelle. »« Alors qu'est-ce qui est réel ?» demanda Marie d'une voix craintive. « J'ai peur, Justine. Est-ce que tout ça fait partie de l'épreuve? Comment va-t-on s'en sortir? Est-ce qu'on retrouvera papa ?» Je secouai tristement la tête. Je n'avais aucune réponse à lui fournir et j'étais tout aussi effrayé qu'elle. Vif-Argent continuait de gémir doucement, allongé près de l'âtre. Soudain, il dressa l'oreille et se releva. Un grognement résonna alors dans mon dos. Je fis volte-face. La porte venait de s'ouvrir. Sur une créature hirsute. Lucas. Il posait un regard farouche sur Marie et moi, et sa bouche esquissa un rictus. Marie eut un mouvement de recul. « Non !» s'écria-t-elle. Lucas s'ébroua et sa longue chevelure fouetta l'air. Il poussa un grognement sauvage et bondit au centre de la pièce. « Arrête, Lucas !» suppliai-je. « Ne nous fais pas de mal !» Alors Lucas se redressa et son visage s'adoucit. « Je ne vous veux aucun mal, » déclara-t-il. Nous le regardâmes, abasourdis. « Tu peux parler ?» bafouillai-je. Lucas approuva de la tête et nous décocha un large sourire. « Oui, je peux parler, et je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Félicitations !» Il s'avança vers nous d'une démarche totalement humaine et nous serra la main avec chaleur. « Encore bravo, vous avez remporté l'épreuve. » Mais... L'émotion était trop forte. Je ne comprenais plus rien à ce qui se passait. Lucas arracha une bande de poils de son bras et la jeta négligemment sur son épaule. « Je ne suis pas mécontent de me débarrasser enfin de ce déguisement, » dit-il en continuant d'arracher sa fourrure. « Ça gratte et ça tient chaud, surtout quand il faut courir dans les buissons. »« Je n'en reviens pas, » admis-je. Marie approuva et désigna Ivana, toujours effondrée sur la table. « Elle n'est pas réelle, » murmura ma sœur. « En effet, » déclara Lucas, « je l'ai fabriquée moi-même, comme toutes les créatures que vous avez rencontrées dans la forêt des sortilèges. »« Pourquoi ça ?» m'étonnai-je. « Pour vous mettre à l'épreuve ?» Lucas se dirigea vers Ivana et la redressa sur sa chaise. Il arrangea sa coiffure et reposa le casque sur sa tête. « Beaucoup de gens viennent dans cette forêt, » poursuivit-il. « Ils cherchent toutes sortes de trésors, comme vous. » Il marqua une légère pause avant de continuer. « Ma famille vit ici depuis des siècles. Nous avons pour mission de protéger les trésors qu'elle renferme. C'est ainsi que nous avons conçu la forêt des sortilèges, afin d'écarter les importuns, ceux qui sont indignes de posséder ces richesses. »« Vous avez fabriqué toute la forêt ?» demanda naïvement Marie. Lucas eut un rire amusé. « Non, seulement la partie où se déroule l'épreuve.
Pourquoi l'avons-nous réussi intervins-je. Vous avez su distinguer le vrai du faux, et vous avez survécu. Marie se tourna un instant vers le mannequin assis à la table. Ses étranges yeux verts nous fixaient d'un regard sans vie. Pour quelle raison avez-vous construit Ivana dit-elle, intriguée. Lucas bomba fièrement le torse. Elle est ma plus belle création. Ivana permet de détourner les soupçons sur ma véritable nature. Personne n'irait penser qu'un homme loup contrôle en fait la forêt des sortilèges. De cette manière, je peux observer en toute tranquillité le comportement des gens durant l'épreuve. Tout ça me semblait bien mystérieux, mais je n'étais pas fâché que ce soit terminé. À présent, je vais vous remettre le trésor que vous êtes venu chercher, déclara Lucas. Il disparut un instant au fond de la cabane. J'envoyai un coup de coude à ma sœur. C'est incroyable, chuchotai-je. Il va nous donner la légende perdue. Papa ne va pas en revenir. On va être riche et célèbre, s'enthousiasma-t-elle. Cette fois, il pourra être fier de nous. Lucas revint quelques secondes plus tard avec un coffret en argent finement ciselé. Encore bravo, dit-il, l'air grave. Je suis heureux de vous remettre le trésor que vous convoitiez. Je vous souhaite d'en faire bon usage. Lucas me remit le coffret. Il était plus léger que je ne pensais. Les motifs gravés dans l'argent scintillaient à la lueur de la chandelle qui brillait sous la table. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'étais si excité que je faillis lâcher la cassette. Dire que la légende perdue était là, entre mes mains. Merci, articulai-je avec peine. Et maintenant, comment fait-on pour retrouver notre père intervint Marie. Lucas claqua dans ses doigts et Vif-Argent se leva aussitôt. Vif-Argent va vous reconduire à votre campement. Restez près de lui et il vous protégera. Nous protéger de quoi demandai-je en serrant le coffret contre ma poitrine. La forêt grouille de voleurs. Certains sont réels, d'autres non. Mais tous voudront s'emparer de votre trésor. Nous ne quitterons pas Vif-Argent, promis-je. Nous prîmes congé de Lucas, soulagés d'en avoir fini avec cette aventure. Vif-Argent nous entraîna de nouveau au cœur des bois. Le soleil se couchait déjà derrière la cime des arbres. Il parait le sous-bois de teinte orangée. L'atmosphère commençait à fraîchir. Le grand chien trottinait allègrement devant nous, sa queue en panache flottant comme un étendard. Je conservais le coffret serré contre moi. Le sentier traversa un espace de hautes herbes d'où émergeaient des amas de roches grises. Puis, il fallut se frayer un passage entre des buissons d'épineux. Vif-Argent avait pris quelques mètres d'avance. Nous dûmes courir un peu pour le rattraper. On avait retrouvé la forêt et le chemin était à présent tapissé de feuilles mortes. Le coffret en argent me brûlait les mains. Je n'avais qu'une hâte, découvrir la légende perdue. De quoi parlait-elle? Qui l'avait écrite? Les questions se bousculaient dans mon esprit. Mais je savais que tout ce mystère serait résolu à l'instant où je sortirais le manuscrit de l'écrin où il reposait depuis plus de 5 siècles. Le soleil déclinant allongeait nos ombres devant nous. Nos pas crissaient sur le lit de feuilles. « Hé Marie, attends !» m'écriai-je soudain. Je venais d'entendre les branchages craquer dans notre dos. Ma sœur s'arrêta, aux aguets. Vif-Argent poursuivit sa route sans se préoccuper de nous. Le feuillage bruissa. Les bruits se rapprochaient. Un frisson glacé remonta le long de mon dos. « Marie !» chuchotai-je. « Quelqu'un nous suit !» Lucas nous a prévenu qu'il y aurait peut-être des voleurs, murmura Marie. Les craquements se rapprochaient. Je pris le coffret sous mon bras. Une boule d'angoisse me serrait la gorge et m'empêchait de respirer. Pendant ce temps, Vif-Argent continuait d'avancer. Il disparut bientôt derrière un taillis. « On ne peut pas rester ici, reprit Marie. D'un instant à l'autre, un voleur ou même toute une bande de brigands allait déboucher des fourrés et s'emparer de notre trésor. Je cherchais Vif-Argent. Il n'était plus là. « Fouillons, dit Marie. On n'arrivera pas à les distancer, répliquai-je. Je ne peux pas courir vite avec le coffret. J'eus un instant de panique, mais me ressaisis aussitôt. Allons nous cacher derrière les arbres, suggérai-je. Les voleurs passeront devant nous et nous attendrons qu'ils s'éloignent. Était-ce une bonne idée ou la pire de toutes? Nous n'avions plus le temps de réfléchir, il fallait agir. Nous nous précipitâmes vers le bosquet le plus proche. Allait-on pouvoir se cacher avant l'arrivée des brigands? Je n'eus pas l'occasion de le savoir. Dans ma hâte, je venais de trébucher sur une branche morte. « Oh non !» gémis-je. Je m'affalais sur le sol, tandis que la cassette décrivait une courbe élégante dans les airs. C'est alors qu'un colosse surgit de l'ombre du sous-bois. Il tendit les bras et attrapa le trésor au vol.
Je ne pouvais détacher mon regard du coffret en argent. J'avais les yeux rivés sur les mains de cet homme. Il avait notre coffret, notre légende perdue. Nous avions affronté 1000 périls pour l'obtenir, et c'était un autre qui s'en emparait. Je levai lentement les yeux vers le visage de ce voleur, ce visage barbu et sournois qui dérobait le bien d'autrui. Qui? Papa, m'écriai-je. Papa, hurla Marie. Un sourire soulagé éclaira le visage de mon père. Je vous retrouve enfin. Mais où étiez-vous passé? Je fouille cette forêt depuis des heures. Pourquoi êtes-vous parti? Ça, c'est une longue histoire, répondit Marie, en se précipitant dans ses bras. Oui, ajoutai-je, nous avons vécu une véritable aventure. Mon père déposa le coffret au sol et nous serra contre lui. Il était si heureux de nous avoir retrouvés que ses yeux étaient remplis de larmes. Ah, j'ai cru ne jamais vous revoir, s'exclama-t-il, ému. Regarde ce que nous avons trouvé, dis-je en désignant la cassette. C'est un coffret en argent? C'est le coffret en argent, déclarai-je, celui que nous sommes venus chercher en Brovanie. Mais comment? Mon père était totalement abasourdi. La légende perdue, murmura-t-il pour lui-même. Il souleva la cassette avec d'infinies précautions. C'est un des plus beaux moments de mon existence, dit-il. Comment avez-vous fait? Où l'avez-vous trouvé? Qui? Son émotion était si forte que sa voix se brisa. Comme je te l'ai dit, papa, c'est une très longue histoire. Cette fois, tu ne pourras pas prétendre que nous ne t'aidons pas, railla Marie, malicieuse. Mon père éclata de rire. Est-ce que vous réalisez ce que cela signifie pour nous? Reprit-il. Est-ce que vous réalisez seulement l'importance extraordinaire de cette découverte? Il tomba à genoux pour admirer la cassette et effleura d'un geste tendre l'argent finement ciselé du couvercle. C'est magnifique, magnifique, dit-il avec un sourire émerveillé. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Le pressa Marie en s'agenouillant à son tour. S'il te plaît, papa, ouvre-le qu'on voit la légende perdue. Nous devons la voir, renchéris-je. Il le faut. Oh oui, il le faut, approuva mon père en riant. Croyez-moi, je suis aussi impatient que vous. Il caressa une fois encore la surface d'argent. Magnifique, répéta-t-il. Mon père libéra le fermoir d'un doigt et souleva lentement le couvercle. Je retins mon souffle. Nous nous étions penchés sur la cassette d'un même élan et nos fronts se heurtèrent. Oh, ce n'est pas vrai, lançai-je interloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? S'écria Marie. Mon père resta bouche bée. Il regarda une fois encore à l'intérieur du coffret, sourcils froncés, sans dire un mot. C'est un œuf? Bafouillai-je. Nous étions là, tous les trois, à contempler bêtement un gros œuf jaunâtre moucheté de brun. Où est passée la légende perdue? Demanda Marie. Ça ne peut pas être cette chose. Papa poussa un profond soupir. Ce n'est pas la bonne cassette, les enfants, expliqua-t-il doucement. Il souleva l'œuf et tâtonna au fond du coffret. Il n'y a rien d'autre. Il examina l'œuf dans tous les sens et le reposa délicatement dans son écrin. Ce n'est qu'un œuf, répéta-t-il, déçu. Je poussai un grognement de frustration. Pourtant nous avons remporté l'épreuve, protestai-je avec véhémence. Lucas a promis qu'il nous remettrait ce que nous étions venus chercher. Qui est Lucas? S'étonna mon père. Il ferma la cassette et se releva, l'air décidé. Où peut-on le trouver? J'allais répondre quand Vif Argent déboucha des fourrés. Je me précipitai sur lui et lui flattai la tête. Allez, sois gentil, conduis-nous à Lucas. Le chien poussa un aboiement. Avait-il compris ce que je lui demandais? Lucas, répétai-je, conduis-nous à Lucas. Aussitôt, il fit demi-tour. Mon père saisit le coffret et sans plus tarder nous partîmes derrière le chien. Marie et moi n'avions pas marché très longtemps dans les bois. Quelques minutes plus tard, nous étions de nouveau devant la cabane. J'appelai Lucas et il apparut sur le pas de la porte, étonné. « Je ne m'attendais pas à vous revoir, dit-il. Vous vous êtes perdu ?»« Non, pas vraiment, répondit Marie. Voici notre père, annonçai-je. Nous l'avons finalement retrouvé. Ils se saluèrent d'un bref hochement de tête. Je ne comprends pas la raison de votre retour, déclara Lucas, en posant les yeux sur la cassette. Ne vous ai-je pas donné ce que vous vouliez? Pas tout à fait, répondit mon père. Il s'agit d'un œuf. Oui, c'est bien ça, fit Lucas en se grattant le menton. Mais nous ne sommes pas venus chercher un œuf, protestai-je. Lucas fronça les sourcils. Comment? Vous ne vouliez pas trouver l'œuf de l'éternelle vérité? Pas du tout, nous étions en quête de la légende perdue. Oh, mille pardons, s'excusa Lucas en rougissant. J'ai commis une grossière erreur.
Il semblait réellement perturbé par sa méprise. « Ce n'est pas grave, le rassura papa. Ça peut arriver à tout le monde. » Lucas reprit le coffret et l'emporta à l'intérieur de la cabane. Il s'en revint quelques secondes plus tard et renouvela ses excuses. « Pouvez-vous nous aider à trouver la légende perdue » demandai-je. « Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que je l'ai ?» La question parut le surprendre. « Non, je ne l'ai pas, et vous aurez beaucoup de mal à l'obtenir. »« Pourquoi ?» le pressa papa. « Savez-vous où elle se trouve ?»« Oui, dit Lucas. Je connais la tribu qui la possède, mais il me semble qu'ils ne voudront pas s'en séparer. C'est un peuple nomade qui habite ces forêts depuis 5 siècles. Ça m'étonnerait qu'ils veuillent céder la légende perdue, quel que soit le prix que vous leur proposiez. »« Je veux leur parler, s'exclama mon père, le regard brillant de convoitise. Je veux juste la voir de mes propres yeux. Lucas haussa les épaules et désigna un point vers l'ouest. Partez dans cette direction. Vous devrez franchir 2 ruisseaux. La tribu se déplace souvent, mais si vous vous dépêchez, vous les trouverez sûrement dans l'ancienne carrière de pierre. Merci beaucoup, lança mon père en serrant chaleureusement la main de Lucas. Nous prîmes congé avant de partir en toute hâte dans la direction qu'il nous avait indiquée. Nous étions si excités que nous parlions tous en même temps. Vous croyez qu'ils seront amicaux? Est-ce qu'ils nous laisseront voir la légende perdue? Je pourrais peut-être la leur emprunter, se demanda papa. Si seulement je pouvais la voir, ne serait-ce que quelques semaines. Lucas prétend qu'ils ne seront pas aimables. Il a dit qu'ils ne s'en sépareraient à aucun prix. Nous franchîmes les 2 ruisseaux sans trop de difficultés. Au bout d'1 heure de marche, nous arrivâmes au sommet d'une colline qui surplombait un vaste espace creusé dans la roche, la carrière de pierre. Quelques tentes en peau étaient dressées en cercle et plusieurs hommes vêtus de robes brunes s'affairaient autour d'un feu de camp. À l'extrémité de la carrière, une meute de chiens jouait et s'ébattait bruyamment. « Je n'arrive pas à croire que ces nomades soient en possession de la légende perdue, » déclara mon père, en observant avec soin le village de tentes. « Tu crois qu'ils vont nous laisser la voir ?» demandai-je. « Nous allons bientôt le savoir, répondit-il. Sur ces mots, il entreprit de descendre vers la carrière en agitant les bras. « Ohé !» lança-t-il au nomade. « Ohé ! Ohé du village ! Ohé !» Comme nous posions le pied sur le sol de la carrière, les chiens s'élancèrent vers nous en poussant des aboiements furieux. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres, les babines retroussées sur des crocs menaçants. Marie et moi, nous nous serrâmes contre notre père. 3 hommes sortirent en toute hâte d'une grande tente. Ils portaient de longues robes en toile grossière. Ils firent taire les chiens d'un geste impératif. « Bonjour, lança mon père en leur adressant un sourire amical. « Je suis le professeur Richard Clark, et voici mes enfants, Justine et Marie. » Les 3 hommes nous saluèrent avec respect, mais gardèrent le silence. 2 d'entre eux avaient le crâne rasé. Le plus vieux portait de longs cheveux gris et des moustaches en crocs. Je jetai un coup d'œil à Marie. Elle était aussi peu rassurée que moi. Ces nomades ne semblaient pas particulièrement aimables. L'homme aux cheveux gris prit alors la parole. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici » demanda-t-il sèchement. « Quelqu'un nous a indiqué la route » se contenta de répondre mon père. « Et pourquoi êtes-vous ici, professeur Clark » poursuivit le nomade. « Nous sommes à la recherche de la légende perdue. » Les 3 hommes sursautèrent et se mirent à chuchoter vivement entre eux. De temps à autre, ils nous jetaient des regards à la dérobée. Ils achevèrent bientôt leur conciliabule et se tournèrent de nouveau vers nous, silencieux. « L'avez-vous » les pressa mon père. « Possédez-vous la légende perdue ?»« Oui, » répondit le nomade aux cheveux gris. « Oui, nous la possédons. » Il fit un signe de tête à ses acolytes et les 2 hommes partirent en courant, leurs longues robes flottant derrière eux. Ils s'en revinrent quelques secondes plus tard. L'un d'eux portait un coffret en argent. Les yeux de mon père étaient prêts à jaillir de leurs orbites. « C'est elle? C'est vraiment elle, la légende perdue ?» « Oui, » répondit le chef. « Vous la voulez ?» Sa proposition nous laissa sans voix. J'esquissai un hochement de tête et le nomade déposa le coffret dans mes mains. J'étais si stupéfait que je faillis le laisser choir. « Elle est à vous, » déclara le vieil homme en reculant de quelques pas. Mon père avala péniblement sa salive avant de lâcher dans un souffle. « Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment nous la donner ?»« Prenez-la, » répondit l'homme. « Adieu !» Sur ces paroles, les nomades regagnèrent le campement en toute hâte. Le chef lâcha quelques ordres et il s'ensuivit un incroyable remue-ménage. La tribu se mit à l'œuvre et démonta les tentes, rangea ce qui traînait, étouffa le feu de camp. Quelques minutes plus tard, ils avaient plié bagage.
La carrière était vide. On aurait pu croire que personne ne l'avait jamais occupée. Étrange, commenta mon père. Nous échangeâmes un regard ahuri. Ils nous ont remis la légende perdue, comme ça, sans explication, murmura mon père en grattant sa barbe broussailleuse. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Ils nous ont donné ce trésor sans rien réclamer en échange. C'est incroyable. Je tenais toujours le coffret. Nous avancions tous les trois au hasard. Je m'arrêtai au bout de quelques mètres et posai les yeux sur le coffret. « Qu'est-ce qu'on attend » m'exclamai-je. « Ouvrons-le. » « Tu as raison, approuva mon père. Ce qui vient de se passer est si étonnant que je n'ai plus ma tête. » Il déposa le coffret sur le sol et l'ouvrit. Il en retira une épaisse liasse de parchemin jauni couvert d'une écriture minuscule. « Enfin » exulta mon père en serrant l'ancien manuscrit avec fièvre. Il le souleva un peu pour que nous puissions l'admirer à notre tour. « Oh » s'exclama Marie, « il a vraiment l'air très ancien. »« Qu'est-ce qui est marqué sur la première page ?» demandai-je en tordant le cou pour essayer de lire. « Voyons ça, » dit mon père. Il approcha la feuille de son visage et déchiffra la minuscule écriture pendant quelques secondes. Finalement, il annonça à voix haute « Quiconque possédera la légende perdue sera à tout jamais perdu. » « Qu'est-ce que ça veut dire » m'écriai-je. Mon père haussa les épaules. « Rien de particulier. Les légendes commencent souvent par des mises en garde de ce genre. »« Tu es sûr, papa » s'inquiéta Marie d'une voix tremblante. Mon père contempla le parchemin. « À tout jamais perdu » murmura-t-il. « Quiconque possédera la légende perdue sera à tout jamais perdu. » Il releva la tête et je l'imitai. Nous étions entourés d'arbres noirs aux formes torturées d'où pendaient de longues lianes d'un vert sombre. « Où sommes-nous » s'étonna-t-il. La carrière s'était envolée. Nous nous trouvions à présent au cœur d'une forêt inconnue. Nous ne reconnaissions rien du paysage. « Mais où sommes-nous » répéta mon père, incrédule. « Nous sommes perdus » murmurai-je. Et voilà comment se termine la menace de la forêt. Donc, si vous êtes encore réveillé ou pas occupé pour m'écouter, comme je l'avais dit, il n'était pas tip top. En plus j'allais vers la fin, plus je m'en rappelais. Je trouve que c'est plutôt idiot cette fin. Bon, ça leur apprendra à toujours faire les curieux, comme on dit, la curiosité est un vilain défaut. Je pense que j'aurais préféré peut-être savoir ce qu'était l'œuf de l'éternelle vérité, un truc comme ça. Ça aurait été peut-être été plus cool. En plus, ils avaient réussi l'épreuve, donc tout ça pour rien, pour dire qu'en fait il fallait aller tout droit, 2 ruisseaux plus loin et tu trouvais ta tribu. C'est complètement, je veux dire, idiot. Mais l'histoire en elle-même elle est vraiment pas top. La fin est un petit peu plus, on va dire, conséquent, dans le sens que maintenant tu te dis que la famille, elle est perdue à jamais jusqu'à ce que, avant leur mort, espérons, quelqu'un d'autre soit aussi curieux et débile qu'eux. Sinon, voilà, de temps en temps, il faut bien tomber sur un livre un peu moins bien que les autres. J'espère que vous, de votre côté, vous l'avez apprécié. Si pas, c'est pas ma faute. Moi, je vous les livre dans l'ordre. De toute façon, vous savez quoi faire. Commentez pour me dire ce que vous en avez pensé. Likez et partagez pour ceux qui aiment les lectures, l'ASMR, les chairs de poule et ainsi de suite. Le tome 34, le suivant, c'est Comment tuer un monstre. Et j'espère qu'il sera beaucoup mieux. Celui-là, je ne le connais pas. Donc n'oubliez pas, ici ça va être donc la dernière vidéo avant la FAQ de dimanche prochain, donc posez toutes les questions que vous voulez. Et nous allons nous laisser sur le synopsis de Comment tuer un monstre. Barbara et son demi-frère Colin détestent passer les vacances chez leurs grands-parents. Il se passe des choses bizarres dans leur immense manoir, isolé, lugubre et délabré, perdu au milieu des marais. Quelle est cette pièce au fond du couloir, toujours fermée à clé, d'où s'échappent des râles et des grognements sourds? Colin et Barbara l'apprendront bien assez tôt, à leurs dépens.